Combien de gamins vont-ils encore enlever? Torturer? Tuer? Quand s'arrête le cauchemar? Il s'arrêtera quand on aura trouvé un remède. Tu peux choisir de sauver tes amis ou de tous nous sauver. Tirez-vous, vite! Le labyrinthe, le remède mortel. Ses analyses et explications détaillées explorent l'intégralité du film de 2018 avec Dylan O'Brien et Kaya Scodelario, en développant les informations disponibles et en y intégrant des réflexions internes sur l'œuvre. Le film Le Labyrinthe, le remède mortel se présente comme le chapitre final d'une trilogie cinématographique adaptée des romans de James Dashner, concluant l'épopée de Thomas et des Blocards. L'histoire reprend 6 mois après les événements du second volet, alors que le groupe, ayant rejoint la résistance du bras armé, se lance dans une mission de sauvetage désespérée pour libérer Mino, retenu captif au cœur de la dernière ville, la citadelle imprenable de la Wicked. Ce dernier acte place les personnages dans un labyrinthe ultime, non plus végétal ou désertique, mais urbain et bureaucratique, symbolisant le cœur corrompu du système qu'ils combattent. La production de ce film a été profondément marquée par l'accident grave de Dylan O'Brien survenu en mars 2016 lors du tournage d'une cascade, un événement qui a suspendu la production pendant près d'1 an et a immanquablement teinté la réalisation du projet d'une gravité et d'une conscience renouvelée. Cette interruption forcée a peut-être, d'une certaine manière, influencé la tonalité plus mature et résolue du film, où les thèmes du sacrifice et des séquelles physiques et morales résonnent avec une acuité particulière. Le film creuse en profondeur le dilemme moral central de la saga, le prix de l'humanité et la question de savoir si la fin justifie les moyens. La Wicked, sous la direction de la chancelière Ava Page, poursuit un objectif scientifiquement noble, trouver un remède au virus de la braise, mais son méthodologie, fondée sur la torture et le sacrifice d'adolescents immunisés, la révèle comme une organisation devenue monstrueuse. Le film ne se contente pas de présenter un bien contre un mal, il expose la lente déshumanisation requise par le plus grand bien, culminant avec la trahison de Janson qui prévoit de n'utiliser le remède que pour une élite, vidant ainsi totalement l'idéal originel de son sens.
L'amitié et la loyauté sont ici élevées au rang de véritables forces narratives motrices, surpassant les arcs romantiques traditionnels. Le lien entre Thomas, Newt et Minot constitue l'épine dorsale émotionnelle de la trilogie. Le sacrifice de Newt représente l'apogée tragique de ce thème. Sa descente dans la folie due au virus, sa supplication déchirante auprès de Thomas pour une mort digne, et sa lettre posthume lue sur la plage, tissent un fil conducteur poignant depuis le pré jusqu'à ce dénouement, offrant une conclusion d'une rare puissance émotionnelle pour le genre. La complexité et la rédemption des personnages évitent un manichéisme simpliste. Teresa, interprétée par Kaya Scodelario, incarne parfaitement cette nuance. Son parcours de trahison apparente, motivé par une foi sincère dans la science de la Wicked, culmine dans un acte de rédemption ultime. La création du véritable remède et son sacrifice pour sauver Thomas. Son personnage incarne l'idée que les convictions, même erronées, peuvent coexister avec l'humanité. De même, le retour de Gali, ancien antagoniste du labyrinthe, maintenant chef d'un groupe de survivants à l'extérieur des murs, symbolise la possibilité du pardon et la réformation des alliances face à un ennemi commun. La réception du film a été mitigée mais a trouvé un écho favorable auprès du public fidèle à la saga. Les points forts salués incluent le rythme soutenu et les séquences d'action spectaculaires, comme l'assaut du train en ouverture ou le siège final de la dernière ville, qui maintiennent une tension palpable. La conclusion, notamment les adieux à Newt et la scène finale sur la plage, a été largement reconnue pour sa capacité à offrir une fermeture émotionnelle satisfaisante et mélancolique au personnage. Cependant, certaines critiques ont pointé un scénario parfois prévisible, empruntant des chemins narratifs conventionnels au genre dystopique, et une longueur peut-être excessive avec ses 143 minutes, où certains ressentent des répétitions dans le schéma infiltration fuite capture. Au box-office français, le film a réalisé près de 2,8 millions d'entrées, recueillant des notes moyennes de spectateurs autour de 3,5/5 sur Allociné, signe d'une réception honorable sans être triomphale. L'adaptation cinématographique opère des choix significatifs par rapport au roman original de James Dashner. La mort de Newt est transposée à l'intérieur de la dernière ville, dans un combat physique direct et accidentel avec Thomas, plutôt que par une exécution à distance avec une arme à feu à l'extérieur de Denver. Ce choix intensifie le drame et l'horreur du face-à-face pour Thomas. De même, le destin de Teresa est modifié. Elle meurt dans l'effondrement du siège de la Wicked après avoir remis le remède sur le toit, une fin plus visuellement épique et symbolique que dans le livre. Le rôle de Gali est élargi et introduit plus tôt, faisant de lui un facilitateur crucial pour l'entrée dans la ville, renforçant ainsi l'idée d'une communauté de survivants qui dépasse les anciennes querelles. Enfin, la conclusion sur la plage, apaisante et ouverte, remplace la découverte d'un paradis tropical via un portail, optant pour une métaphore plus simple et visuelle de l'espoir et du recommencement, peut-être plus immédiatement accessible pour un public cinématographique. Le labyrinthe, le remède mortel fonctionne ainsi comme un final honnête et cohérent pour la trilogie. Il valide l'approche du réalisateur Waball d'avoir conçu une histoire avec un début, un milieu et une fin unifiés. Le film ne cherche pas à révolutionner le genre mais à honorer son cœur, l'exploration de liens d'amitié indéfectibles dans un monde au bord de l'effondrement. Son mérite réside dans sa capacité à maintenir une tension physique constante tout en réservant ses moments les plus forts à l'émotion pure, portée par des performances engagées. En définitive, ce dernier chapitre conclut l'épopée non sur un triomphe guerrier éclatant, mais sur une victoire amère et coûteuse, soulignée par la mélancolie des pertes et l'espoir ténu, mais bien réel, incarné par cette plage et ce groupe rescapé. Il offre aux fans une conclusion sentimentale satisfaisante, rappelant que le véritable labyrinthe n'était pas une structure physique, mais les choix moraux et les sacrifices endurés pour préserver son humanité face à l'inhumanité du monde. La boucle est bouclée, des ombres du pré à la lumière de l'océan, marquant la fin d'un périple et le début fragile d'une reconstruction. La dernière ville se présente comme l'antithèse architecturale des labyrinthes précédents, une prison verticale et technologique où la liberté est monnayée contre une fausse sécurité. Ce cadre urbain dystopique symbolise le point culminant de la logique de contrôle de la Wicked, une bureaucratie de l'horreur où les couloirs stériles et les salles d'observation ont remplacé les murs de pierre mouvants. L'infiltration du groupe dans cette forteresse représente une épreuve d'une nature différente, confrontant non seulement leur force physique mais aussi leur ruse et leur capacité à naviguer dans un système perverti. La ville fonctionne comme une métaphore du cerveau corrompu d'une organisation ayant perdu de vue son humanité originelle. L'arc narratif de Thomas atteint ici sa maturité définitive, transitionnant du leader réticent vers le catalyseur résolu d'un changement radical. Sa motivation n'est plus seulement la survie, mais le sauvetage délibéré d'un frère d'armes, Minot, un acte qui ancre toute la mission dans une quête personnelle et morale. Cette focalisation étroite sur le sauvetage d'un individu devient un acte de rébellion politique contre la Wicked,
dont la philosophie sacrifie toujours l'individu au profit d'une masse abstraite. La détermination de Thomas, forgée par les pertes passées, montre un personnage dont l'empathie est devenue sa plus grande force stratégique, lui permettant de galvaniser les autres autour d'une cause concrète et tangible. Le personnage de Newt acquiert une dimension tragique shakespearienne dans ce volet final, sa lutte interne contre le virus de la braise offrant une représentation viscérale et déchirante de la perte de soi. Sa dégénérescence progressive n'est pas seulement physique mais aussi morale, le virus rongeant la bonté fondamentale qui définissait son caractère. La scène où il supplie Thomas de le tuer avant sa transformation complète est l'un des moments les plus brutalement intimes du film, renversant les codes de l'héroïsme pour montrer une vulnérabilité absolue et un amour si profond qu'il réclame sa propre annihilation. Cette demande place Thomas dans le dilemme moral ultime, le forçant à violer son serment implicite de protection. La rédemption de Teresa constitue l'un des pivots narratifs les plus subtils du film, évitant une volte-face simpliste pour privilégier un cheminement tortueux guidé par le remords et une foi scientifique détournée. Son alliance avec la Wicked est constamment présentée comme le fruit d'une conviction intellectuelle en la nécessité du remède, et non d'une malveillance pure. Cette nuance rend son sacrifice final d'autant plus puissant. Elle ne renie pas la science, mais elle en rejette la pratique monstrueuse, choisissant d'utiliser ses connaissances pour la vraie guérison et en payant le prix ultime. Sa mort sur le toit, au milieu de l'effondrement du symbole même de l'organisation, est une purification par le feu à la fois littérale et figurative. La réapparition de Gali, interprétée par Will Pulte, injecte une dose de réalisme cynique et d'espoir inattendu dans le récit. Son survie et son rôle de chef parmi les égarés à l'extérieur des murs démontrent qu'une existence existe au-delà du contrôle de la Wicked, même dans la brutalité la plus totale. Son aide, motivée par une dette envers Thomas et par un rejet viscéral de l'autorité, sert de pont entre le passé conflictuel du labyrinthe et l'unité nécessaire face à un ennemi commun. Il incarne l'idée que les cicatrices peuvent se transformer en alliances et que la survie dans ce monde ne passe pas nécessairement par la pureté morale, mais parfois par des pactes pragmatiques avec d'anciens adversaires. La chancelière Ava Page, personnage dont la présence a plané sur toute la trilogie, voit son ambiguïté partiellement levée dans ce chapitre final. Son idéalisme initial, corrompu par l'urgence et la peur de l'extinction, est finalement dépassé par la machine qu'elle a créée, représentée par Janson. La Wicked lui échappe, devenant une entité auto-alimentée par la cruauté et la soif de pouvoir. Son sort final, laissant la place à la trahison pure de Janson, illustre le danger des idéaux absolus cédant la place à la réelle politique la plus sombre, où le remède n'est plus qu'un outil de contrôle et de perpétuation du pouvoir pour une caste sélectionnée. Les séquences d'action, notamment l'assaut spectaculaire du train en ouverture, servent moins à divertir qu'à établir un état de guerre permanent et l'état d'esprit du groupe. Cette scène initiale, rythmée et impitoyable, montre des personnages devenus des combattants aguerris, maîtrisant une violence nécessaire mais qui les a changés à jamais. Elle contraste fortement avec leur confusion initiale dans le pré, marquant une évolution radicale. Le siège final de la dernière ville, quant à lui, représente la convergence de toutes les forces antagonistes et alliées, une bataille chaotique où l'objectif n'est plus la destruction mais l'extraction, une mission de sauvetage au cœur du chaos. La relation entre Thomas et Brenda, bien que subtilement évoquée, offre un contraste avec l'intensité des amitiés masculines et le passé compliqué avec Teresa. Elle représente la possibilité d'un futur au-delà de la crise, un ancrage dans une normalité qui semble perdue. Sa loyauté sans faille et son pragmatisme apportent une stabilité émotionnelle à Thomas, sans tomber dans les tropes de la romance obligatoire. Cette dynamique suggère que dans les cendres du vieux monde, de nouvelles connexions, fondées sur le respect et l'expérience partagée, peuvent lentement émerger, pointant déjà vers l'espoir de la scène finale. La musique et la photographie jouent un rôle crucial dans l'établissement de la tonalité élégiaque du film. Les plans larges sur la dernière ville, écrasante et glaciale, contrastent avec les gros plans serrés sur les visages marqués des personnages, capturant chaque micro-expression de peur, de détermination et de douleur. La bande-son, souvent minimaliste, laisse place à des moments de silence lourd ou au contraire à des crescendos orchestraux durant les scènes de fuite, renforçant le poids émotionnel des choix et des sacrifices. L'utilisation de la lumière, souvent artificielle et blafarde à l'intérieur de la ville, contre la chaleur naturelle de la plage finale, scelle visuellement le passage des ténèbres à la lumière. Le film interroge la notion même de remède au-delà de sa définition médicale. Le véritable remède que découvrent Thomas et ses alliés n'est pas seulement un sérum, mais la réaffirmation de valeurs humaines fondamentales, la loyauté, le sacrifice pour un seul individu, et le rejet de l'utilitarisme cruel. La Wicked recherchait une solution biologique, mais le film suggère que la maladie véritable était éthique et spirituelle. La survie de l'humanité, incarnée par le petit groupe sur la plage,
passe par le fait de se soigner de la mentalité même qui a créé la Wicked, en reconstruisant à partir de principes relationnels et non de calculs froids. La structure narrative, bien que suivant un schéma de mission de sauvetage classique, gagne en profondeur par ses pauses contemplatives et ses moments de dialogue chargés. La scène de la lettre de Newt, lu en voix off sur des images de leur passé dans le pré et du présent sur la plage, est un chef-d'œuvre de montage émotionnel. Elle tisse le passé et le présent, la perte et l'espoir, offrant une catharsis qui dépasse la simple résolution de l'intrigue. C'est dans ces moments que le film transcende son genre et atteint une universalité dans l'expression du deuil et de la mémoire. En comparaison avec d'autres franchises young adultes de l'époque, Le Labyrinthe, Le Remède mortel se distingue par son refus d'un happy end conventionnel. La victoire est chèrement payée, les pertes sont irrémédiables et le monde n'est pas magiquement restauré. L'espoir, présent dans la scène finale, est minuscule, fragile, et doit être reconstruit jour après jour. Cette fin mélancolique mais non désespérée confère à la trilogie une intégrité narrative certaine, assumant les conséquences réelles des choix de ses personnages et du monde violent qu'il habite. L'héritage du film réside dans son portrait inébranlable de l'amitié masculine comme force motrice émotionnelle, un thème souvent relégué au second plan derrière les intrigues amoureuses dans le genre. La fraternité entre Thomas, Newt et Minot, faite de taquineries, de silence complice et de sacrifices absolus, constitue le véritable cœur battant de la saga. Le film montre que l'amour sous toutes ses formes est la résistance ultime à la déshumanisation, un message qui résonne profondément et explique l'attachement durable des fans à ses personnages. La conclusion sur la plage, sans dialogue superflu, fonctionne comme une épure narrative. Le regard échangé entre Thomas et Brenda, les visages tournés vers l'océan infini, symbolise à la fois un repos mérité et le début d'un nouveau défi, celui de la construction. Cette image ouverte suggère que leur lutte n'est pas terminée, mais qu'elle change de nature. Le labyrinthe est derrière eux, mais l'horizon, vaste et inconnu, représente à la fois une liberté angoissante et une possibilité infinie, bouclant la boucle entamée dans l'obscurité close du premier film. La dernière ville se présente comme l'antithèse architecturale des labyrinthes précédents, une prison verticale et technologique où la liberté est monnayée contre une fausse sécurité. Ce cadre urbain dystopique symbolise le point culminant de la logique de contrôle de la Wicked, une bureaucratie de l'horreur où les couloirs stériles et les salles d'observation ont remplacé les murs de pierre mouvants. L'infiltration du groupe dans cette forteresse représente une épreuve d'une nature différente, confrontant non seulement leur force physique mais aussi leur ruse et leur capacité à naviguer dans un système perverti. La ville fonctionne comme une métaphore du cerveau corrompu d'une organisation ayant perdu de vue son humanité originelle. L'arc narratif de Thomas atteint ici sa maturité définitive, transitionnant du leader réticent vers le catalyseur résolu d'un changement radical. Sa motivation n'est plus seulement la survie, mais le sauvetage délibéré d'un frère d'armes, Minot, un acte qui ancre toute la mission dans une quête personnelle et morale. Cette focalisation étroite sur le sauvetage d'un individu devient un acte de rébellion politique contre la Wicked, dont la philosophie sacrifie toujours l'individu au profit d'une masse abstraite. La détermination de Thomas, forgée par les pertes passées, montre un personnage dont l'empathie est devenue sa plus grande force stratégique, lui permettant de galvaniser les autres autour d'une cause concrète et tangible. Le personnage de Newt acquiert une dimension tragique shakespearienne dans ce volet final, sa lutte interne contre le virus de la braise offrant une représentation viscérale et déchirante de la perte de soi. Sa dégénérescence progressive n'est pas seulement physique mais aussi morale, le virus rongeant la bonté fondamentale qui définissait son caractère. La scène où il supplie Thomas de le tuer avant sa transformation complète est l'un des moments les plus brutalement intimes du film, renversant les codes de l'héroïsme pour montrer une vulnérabilité absolue et un amour si profond qu'il réclame sa propre annihilation. Cette demande place Thomas dans le dilemme moral ultime, le forçant à violer son serment implicite de protection. Et la rédemption de Teresa constitue l'un des pivots narratifs les plus subtils du film, évitant une volte-face simpliste pour privilégier un cheminement tortueux guidé par le remords et une foi scientifique détournée. Son alliance avec la Wicked est constamment présentée comme le fruit d'une conviction intellectuelle en la nécessité du remède, et non d'une malveillance pure. Cette nuance rend son sacrifice final d'autant plus puissant. Elle ne renie pas la science, mais elle en rejette la pratique monstrueuse, choisissant d'utiliser ses connaissances pour la vraie guérison et en payant le prix ultime. Sa mort sur le toit, au milieu de l'effondrement du symbole même de l'organisation, est une purification par le feu à la fois littérale et figurative. La réapparition de Gali, interprétée par Will Pulte, injecte une dose de réalisme cynique et d'espoir inattendu dans le récit. Son survie et son rôle de chef parmi les égarés à l'extérieur des murs démontrent qu'une existence existe au-delà du contrôle de la Wicked, même dans la brutalité la plus totale. Son aide, motivée par une dette envers Thomas et par un rejet viscéral de l'autorité,
sert de pont entre le passé conflictuel du labyrinthe et l'unité nécessaire face à un ennemi commun. Il incarne l'idée que les cicatrices peuvent se transformer en alliances et que la survie dans ce monde ne passe pas nécessairement par la pureté morale, mais parfois par des pactes pragmatiques avec d'anciens adversaires. La chancelière Ava Page, personnage dont la présence a plané sur toute la trilogie, voit son ambiguïté partiellement levée dans ce chapitre final. Son idéalisme initial, corrompu par l'urgence et la peur de l'extinction, est finalement dépassé par la machine qu'elle a créée, représentée par Janson. La Wicked lui échappe, devenant une entité auto-alimentée par la cruauté et la soif de pouvoir. Son sort final, laissant la place à la trahison pure de Janson, illustre le danger des idéaux absolus cédant la place à la réelle politique la plus sombre, où le remède n'est plus qu'un outil de contrôle et de perpétuation du pouvoir pour une caste sélectionnée. Les séquences d'action, notamment l'assaut spectaculaire du train en ouverture, servent moins à divertir qu'à établir un état de guerre permanent et l'état d'esprit du groupe. Cette scène initiale, rythmée et impitoyable, montre des personnages devenus des combattants aguerris, maîtrisant une violence nécessaire mais qui les a changés à jamais. Elle contraste fortement avec leur confusion initiale dans le pré, marquant une évolution radicale. Le siège final de la dernière ville, quant à lui, représente la convergence de toutes les forces antagonistes et alliées, une bataille chaotique où l'objectif n'est plus la destruction mais l'extraction, une mission de sauvetage au cœur du chaos. Et la relation entre Thomas et Brenda, bien que subtilement évoquée, offre un contraste avec l'intensité des amitiés masculines et le passé compliqué avec Teresa. Elle représente la possibilité d'un futur au-delà de la crise, un ancrage dans une normalité qui semble perdue. Sa loyauté sans faille et son pragmatisme apportent une stabilité émotionnelle à Thomas, sans tomber dans les tropes de la romance obligatoire. Cette dynamique suggère que dans les cendres du vieux monde, de nouvelles connexions, fondées sur le respect et l'expérience partagée, peuvent lentement émerger, pointant déjà vers l'espoir de la scène finale. La musique et la photographie jouent un rôle crucial dans l'établissement de la tonalité élégiaque du film. Les plans larges sur la dernière ville, écrasante et glaciale, contrastent avec les gros plans serrés sur les visages marqués des personnages, capturant chaque micro-expression de peur, de détermination et de douleur. La bande-son, souvent minimaliste, laisse place à des moments de silence lourd ou au contraire à des crescendos orchestraux durant les scènes de fuite, renforçant le poids émotionnel des choix et des sacrifices. L'utilisation de la lumière, souvent artificielle et blafarde à l'intérieur de la ville, contre la chaleur naturelle de la plage finale, scelle visuellement le passage des ténèbres à la lumière. Le film interroge la notion même de remède au-delà de sa définition médicale. Le véritable remède que découvrent Thomas et ses alliés n'est pas seulement un sérum, mais la réaffirmation de valeurs humaines fondamentales, la loyauté, le sacrifice pour un seul individu, et le rejet de l'utilitarisme cruel. La Wicked recherchait une solution biologique, mais le film suggère que la maladie véritable était éthique et spirituelle. La survie de l'humanité, incarnée par le petit groupe sur la plage, passe par le fait de se soigner de la mentalité même qui a créé la Wicked, en reconstruisant à partir de principes relationnels et non de calculs froids. La structure narrative, bien que suivant un schéma de mission de sauvetage classique, gagne en profondeur par ses pauses contemplatives et ses moments de dialogue chargés. La scène de la lettre de Newt, lue en voix off sur des images de leur passé dans le pré et du présent sur la plage, est un chef-d'œuvre de montage émotionnel. Elle tisse le passé et le présent, la perte et l'espoir, offrant une catharsis qui dépasse la simple résolution de l'intrigue. C'est dans ces moments que le film transcende son genre et atteint une universalité dans l'expression du deuil et de la mémoire. En comparaison avec d'autres franchises young adultes de l'époque, Le Labyrinthe, Le Remède mortel se distingue par son refus d'un happy end conventionnel. La victoire est chèrement payée, les pertes sont irrémédiables et le monde n'est pas magiquement restauré. L'espoir, présent dans la scène finale, est minuscule, fragile, et doit être reconstruit jour après jour. Cette fin mélancolique mais non désespérée confère à la trilogie une intégrité narrative certaine, assumant les conséquences réelles des choix de ses personnages et du monde violent qu'il habite. L'héritage du film réside dans son portrait inébranlable de l'amitié masculine comme force motrice émotionnelle, un thème souvent relégué au second plan derrière les intrigues amoureuses dans le genre. La fraternité entre Thomas, Newt et Minot, faite de taquinerie, de silence complice et de sacrifices absolus, constitue le véritable cœur battant de la saga. Le film montre que l'amour sous toutes ses formes est la résistance ultime à la déshumanisation, un message qui résonne profondément et explique l'attachement durable des fans à ses personnages. La conclusion sur la plage, sans dialogue superflu, fonctionne comme une épure narrative. Le regard échangé entre Thomas et Brenda, les visages tournés vers l'océan infini, symbolise à la fois un repos mérité et le début d'un nouveau défi, celui de la construction.
Cette image ouverte suggère que leur lutte n'est pas terminée, mais qu'elle change de nature. Le labyrinthe est derrière eux, mais l'horizon, vaste et inconnu, représente à la fois une liberté angoissante et une possibilité infinie, bouclant la boucle entamée dans l'obscurité close du premier film. La performance de Dylan O'Brien porte le poids émotionnel considérable de ce dernier volet, son visage exprimant une fatigue du monde et une détermination acharnée. Il incarne un Thomas portant le fardeau de toutes les décisions et de toutes les vies perdues, sa performance physique lors des cascades étant indissociable de sa performance dramatique dans les scènes plus statiques. Kaya Scodelario, quant à elle, offre une interprétation nuancée de Teresa, évitant le pathos facile pour jouer la froideur rationnelle puis la fracture de cette dernière, son sacrifice gagnant ainsi en authenticité. La direction artistique mérite une attention particulière, créant une esthétique distincte pour chaque espace traversé. La rudesse organique du camp du bras armé, la froideur métallique et aseptisée des laboratoires de la Wicked et la décrépitude urbaine des zones extérieures de la dernière ville dessinent une géographie visuelle des pouvoirs et des résistances. Chaque décor raconte une histoire de contrôle ou de survie, contribuant à immerger le spectateur dans un monde cohérent bien que ravagé. Le personnage de Rory, avec son humour grinçant et son dévouement à Brenda, apporte une touche de loyauté filiale et de sagesse pratique au groupe. Il représente la génération précédente, celle qui a connu le monde d'avant et qui tente de protéger ce qui peut l'être. Son rôle de pilote et de tacticien rappelle que les compétences techniques et l'expérience sont aussi vitales que le courage brut dans cette lutte pour la survie, ajoutant une strate de réalisme à l'aventure. Le traitement du temps dans le film est un élément narratif subtil mais essentiel. L'urgence de la mission de sauvetage est contrebalancée par des moments de pause forcée ou de réflexion, où les personnages mesurent le chemin parcouru. Le montage alterné entre les actions présentes et les flashbacks du pré, notamment lors de la lecture de la lettre, crée un dialogue poignant entre l'innocence perdue et la réalité amère de l'âge adulte dans un monde en crise, suggérant que leur véritable voyage fut autant intérieur que physique. Le film aborde également la thématique de la mémoire et de l'identité, un fil rouge de la trilogie. Si les blocards ont en grande partie récupéré leurs souvenirs, ils sont désormais définis par les expériences vécues ensemble dans le labyrinthe et au-delà. Leur identité n'est plus celle volée par la Wicked, mais celle forgée dans l'adversité partagée. La dernière ville, en cherchant à les capturer à nouveau, tente de nier cette nouvelle identité autonome, de les réduire à leur statut d'échantillon, ce qu'ils refusent violemment par leur rébellion. La dynamique de groupe évolue significativement dans cet ultime chapitre, Fripan et d'autres membres du bras armé gagnant en profondeur. Ils ne sont plus de simples comparses mais des piliers indispensables, chacun apportant une compétence spécifique à la mission. Cette représentation d'une communauté fonctionnant sur la confiance et la spécialisation montre un modèle social alternatif à celui, hiérarchique et exploiteur, de la Wicked, préfigurant le type de société qu'il pourrait bâtir sur la plage. La figure du fondu atteint son paroxysme ici, non plus comme une menace extérieure mais comme une corruption intime, via Newt. Cela humanise terriblement la menace du virus, la rendant non plus monstrueuse mais profondément tragique. La perte de Newt n'est pas celle d'un soldat tombé au combat, mais celle d'un être aimé dévoré de l'intérieur, une nuance qui amplifie l'horreur de la braise et justifie la quête désespérée d'un remède, tout en condamnant les méthodes inhumaines pour y parvenir. La scène du toit, point d'orgue de la confrontation entre Thomas, Teresa et Janson, concentre tous les enjeux moraux. Le remède tangible, petit flacon fragile, devient l'objet de toutes les convoitises et le symbole du pouvoir. L'affrontement n'est pas que physique. C'est un duel d'idéologie où la compassion affronte le cynisme, où l'espoir d'une guérison pour tous affronte le projet eugéniste de Janson. L'effondrement du bâtiment scène cet anéantissement littéral d'un système qui s'écroule sous le poids de ses propres contradictions et crimes. Le choix de terminer non dans un lieu urbanisé ou technologique, mais sur une plage naturelle et préservée, est lourd de sens. Cela représente un retour symbolique à un état primal, à une tabula rasa où une nouvelle humanité peut potentiellement naître, libérée des structures pourries de l'ancien monde. L'océan, symbole traditionnel d'infini et de purification, lave métaphoriquement les souffrances passées et offre un horizon littéralement dégagé, sans murs ni limites artificielles, contrastant radicalement avec l'univers clos de toute la saga. En définitive, le labyrinthe, le remède mortel réussit l'exploit de fournir une conclusion à la fois excitante sur le plan action et profondément réfléchie sur le plan émotionnel. Il honore le parcours de ses personnages en leur imposant un prix ultime pour leur liberté, et en refusant de minimiser le coût de la résistance contre une tyrannie éclairée. Son succès réside dans cet équilibre entre le spectacle blockbuster et la densité dramatique, offrant une fin qui satisfait le désir de résolution tout en laissant une mélancolie durable et le sentiment d'avoir accompagné des personnages ayant grandi dans la douleur et dans la fraternité. Le postulat de départ, le sauvetage de Minot,
agit comme un puissant catalyseur éthique qui renverse la logique utilitaire de la Wicked. Cette mission ciblée, motivée par les liens du sang choisi, constitue en soi une déclaration de guerre philosophique contre une organisation ne voyant dans les individus que des données statistiques. Elle démontre que la rébellion la plus radicale ne réside pas toujours dans un soulèvement de masse, mais peut naître d'un acte singulier de dévotion personnelle, revalorisant l'individu face à la masse anonyme. Thomas, en faisant ce choix, ne défend pas une idéologie abstraite mais l'irréductible valeur d'une seule vie, celle de son ami. La dernière ville se révèle être le labyrinthe le plus pervers car il est intériorisé et accepté par une partie de sa population. Ces murs ne sont pas seulement physiques mais psychologiques, façonnés par la propagande de la Wicked promettant la sécurité contre la liberté. Infiltrer cette citadelle nécessite dès lors de combattre une perception du monde, de dénoncer l'illusion d'un ordre protecteur qui n'est en réalité qu'une prison dorée pour une humanité résignée. Le groupe doit naviguer dans un espace où la vérité est systématiquement travestie, où les gardiens se présentent comme des sauveurs, rendant leur quête aussi mûche idéologique que physique. La déchéance de Newt est mise en scène avec une brutalité qui évite tout sensationnalisme pour se concentrer sur l'horreur intime. Son corps devient le champ de bataille visible de la maladie, chaque tremblement et chaque regard vitreux marquant la retraite de son humanité. La relation avec Thomas est inversée. Celui qui était souvent le pilier émotionnel du groupe, la voix de la raison et du soutien, devient la source de son plus grand déchirement. Cet arc narratif explore la terreur de se voir perdre le contrôle de son propre esprit et de son corps, une peur plus profonde que celle de la mort physique, car elle signifie l'effacement de l'identité avant la fin biologique. Et la trajectoire de Teresa est habilement construite pour créer une tension permanente entre la trahison et la loyauté supérieure. Son alignement apparent avec la Wicked est constamment tempéré par des regards chargés de doute et de peine, suggérant un conflit interne entre sa raison scientifique et son cœur. La révélation de son double jeu n'est pas présentée comme un retournement spectaculaire, mais comme l'aboutissement logique de cette lutte silencieuse. Son sacrifice ultime sur le toit n'est pas un acte de repentir théâtral, mais l'accomplissement d'une logique personnelle où la science, enfin correctement employée, exige qu'elle paie le prix de ses errements passés pour en racheter les fruits. La figure de Janson, interprétée par Aidan Gillen, incarne la phase terminale et cynique de l'idéal dévoyé de la Wicked. En lui, plus aucune trace de la mission salvatrice originelle ne subsiste, seule demeure une soif de pouvoir et de préservation du système qui lui confère son autorité. Il représente le bureaucrate de l'Apocalypse, l'homme pour qui les vies humaines ne sont plus que des pions dans un jeu de contrôle. Son projet de n'utiliser le remède que pour une élite dévoile le mensonge fondamental de l'organisation. Elle ne cherche plus à sauver l'humanité, mais à en créer une nouvelle version, purgée et docile, sur laquelle régner. La réintroduction de Gali opère une suture narrative brillante avec le premier film, transformant un antagoniste mémorable en allié improbable. Son parcours de survivant solitaire à l'extérieur des murs l'a dépouillé de son dogmatisme initial. Il incarne désormais un pragmatisme de terrain, une loi du plus fort tempérée par une loyauté personnelle envers ceux qui ont su résister. Sa décision d'aider Thomas n'est pas fondée sur une conversion morale soudaine, mais sur un mépris partagé pour les architectes du labyrinthe et sur un code d'honneur rudimentaire forgé dans les ruines du monde. Il prouve que les frontières entre amis et ennemis sont mouvantes dans un paysage apocalyptique. L'utilisation des espaces verticaux dans la dernière ville est un élément clé de la mise en scène. Les plans en contre-plongée depuis les profondeurs des rues ou les puits des bâtiments écrasent les personnages, soulignant l'oppression de la structure sociale. À l'inverse, les séquences sur les toits, notamment la confrontation finale, offrent une respiration littérale et métaphorique, un espace de liberté et de vérité au-dessus du mensonge organisé. L'ascension physique vers le toit devient une allégorie de la quête de vérité et de la nécessaire élévation au-dessus du système pour le comprendre et le vaincre. Le personnage de Brenda, par son calme et sa résilience, offre un contraste essentiel avec l'impulsivité souvent juvénile de Thomas. Elle est le produit d'un monde extérieur brutal, mais elle a conservé une capacité à nouer des liens authentiques, démontrant que la dureté n'équivaut pas nécessairement à la froideur. Sa relation avec Thomas est construite sur une égalité de regard et d'expérience. Elle ne le place pas sur un piédestal de héros, le voyant comme un homme portant un fardeau, ce qui permet une connexion adulte et réaliste, loin des clichés du sauveur et de sa compagne éblouie. La conception sonore mérite une analyse spécifique, notamment dans son traitement des silences. Dans les moments de tension extrême ou de deuil, la bande-son se retire, laissant place au bruit de respiration, au battement de cœur suggéré, au bruit du métal ou du vent. Ce vide sonore intensifie la charge émotionnelle, plaçant le spectateur dans une intimité sensorielle avec les personnages. À l'inverse, les scènes d'action utilisent une palette sonore hyper réaliste et amplifiée, créant une cacophonie qui traduit le chaos et la violence du combat,
immergeant totalement le spectateur dans la furie de l'assaut. Le film pose une question fondamentale sur la légitimité de la rébellion face à une autorité scientifique. La Wicked n'est pas un régime politique classique. Elle se drape dans la blouse du chercheur, brandissant la nécessité du remède comme un impératif moral supérieur à toute considération éthique immédiate. La révolte de Thomas et de ses amis consiste donc à réaffirmer que certaines limites ne doivent pas être franchies, même au nom du salut de l'humanité. Ils défendent l'idée qu'une humanité sauvée au prix de son âme ne vaut pas la peine d'être sauvée, un dilemme existentiel au cœur du récit. Le traitement du temps qui passe et des cicatrices est palpable dans l'apparence des personnages. Les visages sont marqués, les regards ont perdu la naïveté du pré, les corps portent les stigmates des blessures passées. Cette matérialité des séquelles visuelles renforce l'idée d'un parcours long et éprouvant, donnant du poids à leur histoire au-delà des événements immédiats du film. Chaque balafre, chaque regard raconte une épreuve passée, construisant une profondeur historique et psychologique par des moyens purement visuels et performatifs. La notion de communauté est constamment retravaillée. Du groupe soudé du labyrinthe, on passe à la résistance plus large du bras armé, puis à l'alliance fragile avec les égarés de Gali. Le film montre que la survie dépend de la capacité à élargir le cercle de la confiance, à intégrer des éléments disparates autour d'un objectif commun. La microsociété qu'ils forment dans l'action préfigure celle qu'ils pourraient bâtir, non pas homogène, mais unie par des valeurs partagées et une histoire commune de résistance, plutôt que par une idéologie imposée. La lettre de Newt est l'élément scriptural qui donne sa résonance émotionnelle à toute la conclusion. Elle opère une synthèse parfaite entre le passé et le présent, entre la perte et l'espoir. Sa voix off, calme et nostalgique, contraste avec l'horreur de sa mort, créant un effet de distanciation poignante. Elle rappelle que l'histoire est aussi faite de ces petites choses perdues, les blagues, les moments de calme, l'amitié simple, que les grands récits héroïques ont tendance à oublier. C'est un hommage à la mémoire intime, celle qui survit au cataclysme et définit véritablement ce pour quoi on se bat. La scène finale sur la plage, en renonçant à tout dialogue explicatif, confie toute la charge narrative à l'image et à la performance des acteurs. Les regards échangés, les postures légèrement détendues mais encore vigilantes, le simple fait de contempler l'horizon, tout parle d'un après qui reste à inventer. Il n'y a pas de discours victorieux, pas de promesse d'un monde nouveau et parfait. Il n'y a que le soulagement du silence après la tempête et la tâche immense, mais enfin librement choisie, de la reconstruction. Cette fin sobre et ouverte est un acte de confiance dans l'intelligence émotionnelle du spectateur. En conclusion élargie, le labyrinthe, le remède mortel dépasse le cadre de la simple conclusion de franchise pour offrir une méditation sur le coût de l'humanité en temps de crise. Il démontre que la plus grande victoire contre un système déshumanisant n'est pas nécessairement sa destruction physique, mais la préservation obstinée des liens affectifs et de l'intégrité morale face à la terreur et à la raison d'État. Son héritage, dans le paysage cinématographique young adulte, est d'avoir privilégié la densité des relations masculines et la complexité morale à la facilité des schémas manichéens, laissant une empreinte de mélancolie et de profondeur rare dans le genre. La quête pour sauver Minot transcende l'objectif de simple sauvetage pour incarner la reconquête d'une part d'humanité volée par la Wicked. Ce faisant, Thomas entreprend une démarche profondément réparatrice, cherchant à inverser symboliquement le processus de déshumanisation qui a défini leur existence depuis le pré. L'importance de Minot ne réside pas seulement dans son statut d'ami, mais dans sa valeur de symbole. Il est le dernier prisonnier, la preuve tangible que l'emprise de l'organisation demeure, et sa libération représente la possibilité d'une rupture définitive avec ce passé d'objet d'étude. Cette mission devient ainsi un rituel de passage obligé pour clore définitivement le chapitre de leur victimisation. L'architecture oppressive de la dernière ville fonctionne comme une matérialisation concrète de la philosophie de la Wicked, où chaque ligne droite, chaque point de contrôle, chaque espace surveillé réaffirme la primauté de l'ordre sur la liberté. La difficulté de l'infiltration réside dans l'omniprésence de ce contrôle, transformant chaque ombre en menace potentielle et chaque citoyen en dénonciateur possible. Le labyrinthe urbain est d'autant plus insidieux qu'il offre les apparences de la normalité, des rues, des lumières, une société fonctionnelle, masquant ainsi sa nature carcérale sous un vernis de civilisation. Pénétrer cette cité requiert dès lors de percer cet illusionnisme social, de voir la prison derrière la façade de la citadelle du dernier espoir. Et la tragédie de Newt atteint des sommets pathétiques dans la mesure où elle représente la défaite de l'esprit par la chair corrompue. Son corps, autrefois agile et fiable, se transforme en traître, devenant l'instrument de sa propre terreur et de celle de ses amis. La relation avec Thomas culmine dans une intimité déchirante où l'acte le plus aimant devient paradoxalement le plus violent, où le geste ultime de fraternité est l'administration de la mort. Cette scène explore le concept de dignité dans la mort, posant la question de savoir si préserver l'intégrité de l'âme d'un ami justifie de détruire son enveloppe physique,
Un dilemme qui hante Thomas bien au-delà de l'instant fatidique et colore la suite de ses actions d'une gravité supplémentaire. Le parcours de Teresa est celui d'une scientifique confrontée aux conséquences monstrueuses de son propre rationalisme. Sa croyance initiale en la Wicked reposait sur la séparation entre l'objectif noble et les moyens discutables, un calcul froid typique de l'utilitarisme. La prise de conscience progressive que les moyens corrompent irrémédiablement la fin constitue l'essence de son évolution. Son sacrifice final n'est donc pas un reniement de la science, mais au contraire sa réhabilitation. En utilisant ses connaissances pour créer un vrai remède et en payant de sa vie, elle réconcilie l'éthique et la recherche, prouvant que la science au service de la vie ne peut s'accommoder de la mort administrée. Elle meurt en scientifique enfin complète, ayant intégré la conscience humaine à l'équation. Janson incarne la figure du gestionnaire de l'inhumanité, l'administrateur zélé pour qui la fin de l'humanité est avant tout un problème logistique à résoudre. En lui, toute empathie a été éradiquée au profit d'une efficacité glaciale. Son projet de créer une arche pour une élite immunisée trahit un darwinisme social perverti, où la sélection naturelle est remplacée par une sélection administrative arbitraire. Il représente la banalité du mal dans un cadre dystopique, non un mégalomane flamboyant mais un bureaucrate persuadé de servir un plus grand bien tout en orchestrant un génocide sélectif. Sa défaite est celle d'une logique déshumanisée face à la résurgence sauvage et désordonnée des sentiments humains. Le retour de Gali opère une réconciliation narrative avec le trauma originel du labyrinthe. Survivant des ruines, il a dû développer un code moral brut mais fonctionnel, où la survie du groupe prime sans pour autant nier toute valeur humaine. Son aide n'est pas un pardon explicite, mais une reconnaissance mutuelle du fait que leurs véritables ennemis étaient les architectes invisibles de leur souffrance, et non leurs compagnons d'infortune manipulés. Il symbolise la possibilité de transcender les conflits du passé face à une menace existentielle plus grande, et apporte la preuve qu'une forme de vie, aussi rude soit-elle, persiste et résiste en dehors des systèmes de contrôle totalitaire. La symbolique des hauteurs dans le film est constamment associée à la clairvoyance et à la vérité. Les toits, les passerelles, les points d'observation offrent une perspective globale sur la ville, permettant au personnage de comprendre sa structure et ses failles. À l'inverse, les souterrains et les corridors bas de plafond sont les lieux de la traque, de la clandestinité et de l'oppression. L'ascension finale vers le toit du complexe Wicked est donc une ascension vers la lumière de la vérité, un mouvement qui les extrait physiquement et métaphoriquement des entrailles du système pour l'affronter en pleine conscience, sous le ciel ouvert, là où plus aucun mensonge ne peut se cacher. Brenda représente l'équilibre entre la vulnérabilité et la force, ayant appris à survivre sans pour autant se transformer en monstre. Son attachement à Thomas est né d'une reconnaissance mutuelle de leur capacité à garder une lueur d'humanité dans les ténèbres, une lueur différente de l'idéalisme parfois naïf des blocards, trempée dans le réalisme le plus cru. Elle n'a pas besoin de le sauver, mais de marcher à ses côtés, cette égalité dans le partenariat offrant un modèle de relation adulte et résiliente, essentiel pour envisager un futur au-delà de la simple survie. Elle est le pont entre le monde ravagé de l'extérieur et le cœur encore capable d'espoir des rescapés du labyrinthe. L'ingénierie sonore du film mérite une attention particulière pour son rôle dans la construction de l'ambiance. L'absence quasi totale de musique dans les scènes de tension maximale, remplacée par les bruits métalliques des portes, les craquements des structures ou le souffle haletant des personnages, crée un réalisme anxiogène. Le contraste avec les moments de répit, où une musique ténue et mélancolique peut émerger, souligne la rareté et la précarité de ces instants de calme. Cette utilisation parcimonieuse de la bande originale renforce l'immersion dans un monde où la beauté et l'harmonie ont disparu, laissant place à une cacophonie de menaces et à un silence tout aussi inquiétant. Le conflit central dépasse l'opposition classique bien que mal pour interroger la notion de légitimité dans l'urgence absolue. La Wicked utilise le sophisme du moindre mal à une échelle massive, justifiant des atrocités présentes par un futur hypothétique. La rébellion de Thomas est un refus catégorique de cette équation, une affirmation que certaines lignes rouges éthiques ne peuvent être franchies sans que la victoire elle-même ne perde tout son sens. Le film ne propose pas de réponse facile, mais montre que le choix de préserver son humanité immédiate, au risque de compromettre un avenir hypothétique, est un acte de foi en la valeur intrinsèque de la vie et de la dignité présente. La marque du temps et des épreuves est inscrite dans la chair même des personnages, créant une cartographie visible de leur voyage. Ces marques, cicatrices, regards cernés, postures de fatigue devenues normales, ne sont pas de simples détails réalistes. Elles sont les stigmates de leur passage à travers les différents cercles de l'enfer de la Wicked. Elles racontent une histoire de résilience et de souffrance qui donne du poids à leurs décisions, faisant d'eux non pas des héros invulnérables, mais des survivants constamment au bord de la rupture, ce qui rend leur persévérance d'autant plus admirable et crédible. Le concept de communauté évolue d'une unité subie dans le labyrinthe à une alliance volontaire et stratégique.
Le groupe final qui prend d'assaut la dernière ville est une coalition hétéroclite. Les blocards unis par un trauma fondateur, les soldats du bras armé motivés par l'idéologie, et les égarés de Gali guidés par la survie et la rancune. Cette mosaïque démontre que la résistance à la tyrannie peut fédérer des motivations diverses autour d'un objectif commun immédiat. Elle préfigure la difficulté mais aussi la richesse potentielle de la reconstruction, qui devra intégrer ses expériences et ses cultures de survie radicalement différentes. La lettre de Newt agit comme le testament émotionnel de la trilogie, canalisant la mélancolie de la perte et la persistance de l'amour. Sa voix, calmement désincarnée, parle depuis un au-delà à la fois littéral et métaphorique à l'au-delà de l'innocence, du pré, de leur amitié telle qu'elle était. Elle ne cherche pas à dramatiser, mais à se souvenir des moments simples, des rires, de la solidarité concrète. Ce focus sur le minuscule et l'apparemment insignifiant constitue en fait la critique la plus acerbe de la Wicked. Celle-ci ne voyait que des données, des schémas, des potentiels, ignorant totalement cette richesse relationnelle qui définit véritablement une vie humaine. Le final sur la plage est un acte de résistance narrative contre le besoin de clôture absolue. En ne montrant pas le début de la reconstruction, en ne détaillant pas les défis à venir, le film force le spectateur à projeter son propre espoir et ses propres craintes sur cet horizon vide. Il célèbre non la victoire, mais la simple possibilité d'un après, d'un temps où l'urgence de la survie immédiate cède la place au temps long de la construction. Le silence qui règne n'est pas un vide, mais un espace rempli de tous les souvenirs, de toutes les pertes et de la potentialité pure du futur. C'est une fin qui préfère la suggestion poétique à l'explication littérale. L'héritage durable du film, et de la trilogie dans son ensemble, réside dans son traitement sérieux et respectueux de la camaraderie adolescente masculine comme moteur épique. En faisant des liens fraternels le véritable enjeu émotionnel, supérieur aux intrigues romantiques ou aux quêtes de pouvoir, il a offert une représentation rare et valorisante de l'amitié comme force capable de défier des systèmes totalitaires. Il démontre que l'héroïsme peut naître du désir de protéger ceux qu'on aime, et que la plus grande rébellion est parfois de continuer à aimer dans un monde qui veut réduire l'homme à une fonction ou à un numéro. Le sauvetage de Minot opère comme une forme de justice restauratrice visant à réparer un tort spécifique, plutôt que de chercher une victoire totale et abstraite. Cette focalisation donne à l'action une pureté morale. Il ne s'agit pas de conquérir ou de détruire, mais de restituer. En ce sens, Thomas et son groupe projettent le rôle de révolutionnaire qui leur serait imposé pour endosser celui de justicier, une nuance capitale où la motivation est personnelle avant d'être politique. Ce choix narratif souligne que les grands changements naissent souvent d'engagements concrets envers des individus, et que la chute des systèmes tyranniques peut commencer par le refus d'abandonner une seule personne à leur logique. L'esthétique de la dernière ville, propre à une dystopie de haute technologie, sert de repoussoir absolu à l'organicisme chaotique du labyrinthe et du flamand. Si les premiers labyrinthes étaient des énigmes naturelles ou désertiques, celui-ci est une machine bureaucratique parfaite, où la surveillance et le contrôle sont intégrés au design même. L'infiltration devient alors un exercice de sabotage de la machine sociale, nécessitant de comprendre ses rouages non pour les utiliser, mais pour les faire gripper. L'espace urbain, conçu pour fluidifier le contrôle, se transforme en un champ de bataille où chaque angle mord, chaque conduit d'aération, chaque toit devient une faille exploitée par la résistance, retournant la sophistication de l'oppresseur contre lui. L'agonie de Newt est traitée avec une retenue qui en amplifie l'horreur, évitant l'exploitation gore pour privilégier la dégradation psychologique et relationnelle. La véritable tragédie réside dans la dissolution de son âme, observable dans la disparition progressive de l'humour dans son regard, puis de la reconnaissance, jusqu'à ce qu'il ne reste que la fureur primale du virus. Thomas, en l'achevant, n'accomplit pas un meurtre, mais met un terme à une agonie et libère l'ami qu'il connaissait d'un corps devenu son tombeau. Ce geste, bien que déchirant, est le dernier acte de soin possible, une euthanasie héroïque qui soulève des questions profondes sur la pitié, la loyauté et les limites de l'acceptation face à l'irrémédiable. Le chemin de Teresa est une dissection du remords intellectuel et de sa conversion en action rédemptrice. Son erreur fut de croire que la fin pouvait sanctifier des moyens progressivement monstrueux, un glissement tellement imperceptible qu'elle ne perçut la chute qu'une fois au fond. La création du vrai remède est donc son rachat, non par la parole, mais par l'acte scientifique parfait qu'elle n'avait jamais pu accomplir dans le cadre corrompu de la Wicked. Sa mort n'est pas présentée comme une punition, mais comme la conclusion logique de son parcours. Ayant enfin aligné ses actes sur une éthique intacte, elle peut disparaître, son œuvre achevée et sa faute expiée dans l'effondrement même de l'édifice qui l'avait perverti. Janson représente la phase terminale de l'idéologie scientifique détachée de toute compassion, où l'humanité n'est plus qu'un matériau à optimiser. Son plan est l'antithèse du sacrifice de Newt ou de Teresa, un calcul froid visant à préserver non la vie dans sa richesse, mais la vie dans son efficacité présumée.
Il incarne la tentation eugéniste qui guette toute crise sanitaire majeure, la solution technocratique qui élimine le problème en éliminant les individus jugés problématiques. Sa défaite face à la solidarité désordonnée du groupe est la défaite de l'hygiénisme social face à la vitalité désordonnée, imprévisible et profondément humaine de la communauté choisie. La rédemption de Gali est d'autant plus puissante qu'elle ne s'accompagne d'aucun discours grandiloquent. Elle se lit dans ses actions. Il ouvre les portes, il se bat à leur côté, il partage son savoir des marges. Son personnage démontre que la survie à l'extérieur des systèmes de contrôle, bien que sauvage, préserve une forme d'autonomie radicale que les blocards, bien que révoltés, n'avaient jamais connue. En s'alliant à eux, il ne réintègre pas un système, mais fusionne deux modes de résistance, l'insurrection organisée et la survie anarchique, créant une hybridation plus forte pour affronter le cœur corrompu de l'ordre ancien. La verticalité dans la mise en scène est constamment utilisée pour illustrer les rapports de pouvoir. Les plans initiaux présentent souvent la Wicked en plongée, écrasant les personnages, ou à travers des écrans de surveillance, soulignant son omniscience supposée. La conquête progressive des hauteurs par Thomas et ses alliés symbolise leur reprise de contrôle sur leur destinée et sur la narration même de leur vie. Arriver sur le toit, c'est sortir du champ de la caméra de surveillance, entrer dans un espace où ils ne sont plus des sujets observés mais des acteurs pleinement souverains de leur drame, sous le regard impersonnel du ciel. Brenda incarne la sagesse pratique née de l'expérience directe du monde effondré, par contraste avec le trauma plus spécifique et expérimental des blocards. Sa valeur pour Thomas réside dans cette différence. Elle ne partage pas ses souvenirs du labyrinthe, mais elle comprend son présent de survivant. Elle lui offre une perspective extérieure, un ancrage dans une réalité qui dépasse le cadre de l'expérience Wicked, l'aidant ainsi à envisager un auteur qui ne serait pas une simple réaction à son passé, mais une construction neuve. Leur lien, silencieux et fondé sur des actes, est le germe des nouvelles relations qui structureront le monde d'après. La bande-son, dans son dépouillement, devient un personnage à part entière. Les silences sont éloquents, portant le poids des non-dits, des regards échangés, de la fatigue accumulée. Les bruits diégétiques, le métal, le verre, les pas, le vent sont hypertrophiés, créant un paysage sonore aussi hostile et tangible que le paysage visuel. Lorsque la musique de John Paesano apparaît, lors de la lettre de Newt ou de l'arrivée sur la plage, elle n'orne pas l'image, elle en libère l'émotion contenue, agissant comme une catharsis acoustique longtemps retardée. Cette économie de moyens musicaux rend ces moments conclusifs d'autant plus poignants et mérités. Le dilemme moral central est poussé à son paroxysme. Peut-on accepter de devenir un monstre pour sauver des monstres? La Wicked, en torturant des adolescents pour en sauver d'autres, est devenue le mal qu'elle prétendait combattre. La réponse du film, à travers Thomas, est un non catégorique. La préservation de l'éthique personnelle et relationnelle est présentée comme le dernier rempart contre la barbarie, même si cela complique la quête du remède ou la rend plus dangereuse. Cette position est radicale et romantique, affirmant que la manière dont on se bat définit la victoire bien plus que son résultat immédiat. Les corps des personnages sont des palimpsestes où s'inscrit l'histoire de leur lutte. Chaque cicatrice raconte une bataille, une fuite, un sacrifice. Cette physicalité de la souffrance les empêche de devenir des archétypes désincarnés. Ils restent des êtres de chair qui saignent, qui souffrent, qui portent leurs blessures comme des médailles et des stigmates. Cette attention portée à la corporalité de l'épreuve renforce l'idée que leur victoire n'est pas intellectuelle ou idéologique, mais payée au prix de leur intégrité physique, ajoutant une couche de réalisme sombre à leur épopée. La communauté finale est un patchwork fragile d'identités traumatisées mais résilientes. Elle ne se fonde pas sur une origine commune ou une idéologie partagée, mais sur une expérience partagée de l'oppression et un choix mutuel de solidarité. Cette communauté élective, née dans l'action, est présentée comme le seul fondement viable pour un nouveau départ, car elle est consciente de sa propre diversité et des sacrifices qui l'ont fait naître. Elle contient en germe un modèle social non basé sur l'homogénéité ou la pureté, mais sur la reconnaissance mutuelle des cicatrices et de la volonté de vivre malgré tout. La lettre de Newt est l'antidote littéraire à la froideur des rapports de la Wicked. Là où l'organisation produisait des données, des graphiques, des pronostics, Newt produit un témoignage subjectif, affectif, désordonné. Il ne parle pas de l'humanité avec un grand H, mais de Thomas, de Fripan, des souvenirs du pré. Ce déplacement du général au particulier, du quantitatif au qualitatif, est le véritable acte de résistance du film contre la pensée totalitaire. La lettre prouve que ce qui mérite d'être sauvé, ce ne sont pas des données biologiques, mais ce réseau infiniment complexe de souvenirs partagés et d'affections singulières. Le final sur la plage est une image de suspension entre la fin et le commencement. L'océan, par sa nature à la fois limite et ouverture, barrière et voie, symbolise parfaitement cet entre-deux.
Il lave métaphoriquement les souillures du passé tout en présentant un obstacle à franchir pour l'avenir. Le groupe, immobile, fait face à cet infini. Ils ne bâtissent pas encore, ne parlent pas d'avenir. Ils se contentent d'être là, ensemble, après. Cette sobriété est d'une profonde élégance narrative. Le film s'arrête au moment où l'histoire héroïque se termine et où l'histoire humaine, longue, difficile et sans garantie, recommence. Il laisse ses personnages, et le spectateur, dans cet espace de respiration profonde et de possibilités pures, confiant dans le fait que le simple fait d'avoir préservé leur humanité jusqu'à cet instant est une victoire suffisamment éloquente. L'obsession de sauver Minot dépasse la loyauté pour toucher à l'instinct de préservation de la mémoire collective du groupe. Minot est le dernier détenu des origines, un lien vivant et souffrant avec leur passé commun d'expérimentation. Sa libération n'est pas seulement physique mais mémorielle. Elle signifie la possibilité de récupérer intégralement leur histoire, de ne laisser aucune part d'eux-mêmes aux mains de leurs bourreaux. Cette mission est donc une entreprise archéologique sur soi, une reconquête de leur propre récit qui passe par l'arrachement d'un chapitre final encore écrit par la Wicked. Thomas, en insistant sur ce sauvetage, agit en archiviste guerrier de leur identité commune. La dernière ville est présentée comme un organisme cybernétique dont le système nerveux est fait de caméras et de données, et le squelette d'acier et de béton. Infiltrer cet organisme nécessite d'adopter les méthodes d'un virus. Se faufiler dans ses conduits, exploiter ses failles logicielles, tromper ses anticorps sécuritaires. Le groupe ne fait plus face à des gardiens mécaniques mais à une intelligence systémique diffuse. Cette opposition transforme leur rébellion en guerre asymétrique moderne, où la ruse et la connaissance intime du système supplantent la force brute. La ville labyrinthe est le plus difficile car il est vivant, conscient et réactif, faisant de chaque pas une partie d'échec contre une IA malveillante à l'échelle urbaine. La dégradation de Newt est montrée comme une inversion des valeurs qui le définissaient. Le pacificateur devient violent, le raisonnable devient irrationnel, le roc émotionnel se mue en sable mouvant. Sa lutte contre le virus est un combat perdu d'avance pour le maintien de son soi, rendu d'autant plus déchirant qu'il en reste des lucidités parcellaires et terrifiées. La scène de sa mort évite l'héroïsme conventionnel pour montrer un acte de pitié désespéré, presque médical. Thomas, en agissant, ne tue pas son ami, mais sépare l'âme de Newt de l'enveloppe charnelle devenue son ennemi, accomplissant un rite de séparation aussi ancien que l'humanité face à la possession. Teresa incarne la tragédie de l'expert dont le savoir est détourné par le pouvoir. Sa quête du remède était authentique, mais elle fut captée et pervertie par la structure totalitaire de la Wicked. Son chemin de rédemption est celui de la réappropriation de sa science, elle doit la soustraire à l'appareil d'État pour la rendre à sa vocation humaniste première. Sa mort au sommet de la tour Wicked est hautement symbolique. Elle meurt au point de convergence de tout le savoir et de tout le pouvoir de l'organisation, mais en ayant retourné ce savoir contre le pouvoir. Elle est ensevelie avec les ruines du système, son sacrifice scellant à la fois sa faute et son rachat dans le béton et l'acier de l'édifice déchu. Janson est l'aboutissement logique d'un système qui a remplacé l'éthique par l'efficacité. En lui, il n'y a plus trace du moindre doute humaniste, il est la machine bureaucratique devenue chère, appliquant des protocoles de sélection avec la froideur d'un algorithme. Son plan pour une arche élitiste révèle le véritable objectif inavoué de nombreux régimes d'urgence. Moins sauver l'humanité que la refonder selon des critères de contrôle et de docilité. Sa défaite face à l'alliance improbable des blocards, des soldats et des marginaux est la revanche du désordre humain, de l'affect et de l'imprévisible, sur le fantasme d'un ordre parfait et glacé. Le retour de Gali fonctionne comme une correction narrative, réparant une injustice du premier film et démontrant la capacité de régénération hors du système. Son expertise de la marginalité absolue est cruciale. Il connaît les failles des murs parce qu'il a vécu dans leur ombre. Son alliance avec Thomas n'efface pas leur passé, mais le recompose en une fraternité d'armes née d'un ennemi commun plus grand. Il représente la possibilité de trouver, dans les zones abandonnées par le pouvoir, non seulement la survie, mais les germes d'une contre-société basée sur des loyautés concrètes plutôt que sur des dogmes. La cinématographie utilise constamment le cadre pour exprimer l'état psychologique des personnages. Les plans serrés, étouffants, dans les couloirs de la Wicked, cèdent la place à des plans larges, aérés, sur les toits et enfin sur la plage. Ce voyage visuel du clos vers l'ouvert matérialise leur libération progressive des contraintes mentales et physiques. Le ciel, absent ou menaçant dans les premiers actes, devient un personnage à part entière dans les derniers, d'abord aperçu depuis les toits puis dominant toute la scène finale, symbolisant l'immense possibilité et la liberté vertigineuse qui les attendent. Brenda offre une forme de maturité que Thomas, forgé dans l'urgence extrême, ne possède pas encore. Sa force vient de l'acceptation d'un monde définitivement brisé, sans nostalgie pour un avant idéalisé. Elle n'attend pas de retour à la normale, car la normale était le problème. En cela,
Elle est la guide parfaite pour l'étape suivante. Non plus la résistance, mais l'adaptation et la construction dans la nouvelle réalité. Son lien avec Thomas est silencieux car il se passe de justification. Il est fondé sur le constat mutuel de leur capacité à porter le poids du monde sans se briser, et à voir dans l'autre un point d'ancrage, non un sauveur. Le design sonore crée une écologie acoustique propre à chaque sphère du film. Le monde de la Wicked est caractérisé par des bruits mécaniques nets, des portes qui s'ouvrent en sifflant, des sons électroniques, une ambiance stérile. Le monde extérieur et les zones de combat résonnent du chaos organique des explosions, des cris, du métal tordu, du béton qui s'effondre. La plage finale, quant à elle, n'est habitée que par les sons naturels primordiaux, le vent, le ressac, les cris d'oiseaux. Cette progression sonore raconte à elle seule l'histoire d'un retour du monde artificiel et contrôlé vers le monde naturel et libre, même meurtri. Le cœur philosophique du film réside dans son rejet du calcul utilitariste comme fondement de l'action morale. La Wicked opérait sur la base d'une équation. Sacrifier X vies pour en sauver Y millions. Thomas et le groupe refusent cette mathématique, affirmant que la valeur d'une vie, celle de Minot, celle de chaque blocard, est infinie et incommensurable. Cette position, présentée non comme naïve mais comme fondamentalement humaine, est le pivot de la rébellion. Le film suggère que toute civilisation qui commence à faire ce calcul, même pour de bonnes raisons, a déjà perdu son âme et mérite de s'effondrer. Les corps meurtris des personnages sont leur curriculum vitae visible. Ils n'ont pas de diplôme, de carrière, de propriété. Ils ont ces cicatrices, ces regards fatigués, ces gestes marqués par l'habitude du danger. Cette corporéité de l'expérience fait d'eux des êtres profondément authentiques dans un monde de simulation et de mensonges. Leur force ne réside pas dans une pureté originelle, mais dans leur capacité à intégrer la blessure, à en faire une partie de leur identité sans se laisser définir uniquement par elle. Ils sont des palimpsestes vivants, et chaque marque est un mot d'une histoire qu'ils refusent d'oublier. La microsociété qui émerge à la fin est un expériment social en germe. Elle réunit l'idéalisme des blocards, le pragmatisme militaire du bras armé, et le survivalisme individualiste des égarés. Sa réussite future tiendra à sa capacité à faire dialoguer ces cultures de la survie sans qu'une n'écrase l'autre. Cette diversité est sa force et son défi, reflétant la difficulté réelle de reconstruire après l'effondrement. Il ne s'agit pas de revenir à un âge d'or, mais d'inventer un nouveau contrat social avec les débris de mondes mentaux différents, unis par l'expérience partagée de la lutte et de la perte. La lettre de Newt est le contre-récit ultime. Face à la grande narration de la Wicked, le salut de l'humanité, elle oppose la petite histoire des liens personnels. Elle déplace le centre de gravité du sens du collectif abstrait vers l'individu relationnel. En faisant cela, elle offre la clé de lecture rétrospective de toute la trilogie. Ce n'était pas l'histoire du sauvetage de l'humanité, mais l'histoire de Thomas et de ses amis. Ce recentrage radical est un acte de résistance narrative qui désarme toute rhétorique future qui voudrait les instrumentaliser à nouveau au nom d'un grand idéal. L'image finale est un haïku cinématographique. Quelques personnages, une plage, un océan, un ciel. Aucun discours, aucune promesse, aucun plan. Seulement la présence. Cette simplicité est géniale car elle confie au spectateur le soin de terminer le film. Chacun peut projeter sur ce vide ses espoirs et ses craintes pour ses survivants. Le film se termine non par une fin, mais par un point de suspension, une respiration infinie qui suggère que le plus important commence maintenant. La lente, difficile et miraculeuse aventure de vivre après la catastrophe, avec tout ce qu'on a perdu, et avec ceux qui restent. Il affirme, in fine, que la plus grande victoire n'est pas de vaincre le monstre, mais de se tenir debout, avec d'autres, sur le rivage du monde d'après, et de trouver dans ce simple fait une raison de regarder vers l'horizon. La quête pour Minot est finalement une quête pour la complétude du soi collectif. Chaque membre du groupe porte l'absence de Minot comme une amputation de leur propre histoire. Son retour est nécessaire pour refermer le cercle, pour que la communauté originelle puisse, d'une manière ou d'une autre, se regarder en face avant d'envisager de se transformer. Cette mission est donc un rituel de clôture, une dernière épreuve initiatique qui doit précéder l'entrée dans un nouveau cycle. Thomas agit ici en tant que gardien de l'intégrité du groupe, refusant d'entériner une perte qui scellerait définitivement leur statut de victimes incomplètes, toujours en attente d'un des leurs. L'architecture de la dernière ville est celle du panoptique numérisé, où le regard du pouvoir est à la fois omniprésent et invisible. Se mouvoir dans cet espace exige une schizophrénie tactique. Paraître conforme tout en préparant la subversion, utiliser les infrastructures de contrôle comme couverture pour leur sabotage. Le labyrinthe urbain n'a pas de centre géographique unique, mais un centre décisionnel diffus, ce qui rend sa destruction plus complexe. La victoire ne consistera donc pas à prendre un point stratégique, mais à déclencher un effondrement systémique en paralysant ses nœuds vitaux,
une tâche qui nécessite une compréhension intime de son anatomie, acquise au prix de leur propre expérience de cobaye. La métamorphose de Newt est la négation même du principe d'individuation. Le virus ne se contente pas de tuer. Il dissout l'identité, remplace la personne par un archétype de rage. L'horreur pour Thomas réside dans le fait de devoir combattre une apparence familière habitée par une entité étrangère. Sa décision fatale est un acte de réaffirmation des frontières du moi. Il délimite, par la violence, là où s'arrête Newt et où commence le monstre, préservant ainsi l'essence de son ami dans la mémoire en anéantissant son enveloppe profanée. C'est un rite funéraire anticipé et brutal, où le deuil commence avant la mort physique. Teresa incarne le drame de la responsabilité intellectuelle dans un contexte de crise totale. Son erreur fut de croire que l'objectif scientifique pouvait constituer une bulle de pureté au sein d'un processus corrompu. Sa prise de conscience est celle de l'inextricable lien entre l'éthique de la recherche et ses conditions pratiques. En créant le remède en secret et en le transmettant au prix de sa vie, elle réalise enfin l'unité entre la connaissance et la conscience. Son héritage n'est pas seulement un sérum, mais la preuve que la science ne peut être neutre et que son vrai but est de servir la vie sans condition, non de la conditionner. La figure de Janson est l'incarnation du managérialisme appliqué à l'apocalypse. Pour lui, la crise n'est pas une tragédie mais une opportunité de réingénierie sociale radicale. Son arche est un projet de gouvernance parfaite, sans faille, sans imprévu, sans ces émotions humaines qui, selon lui, ont précipité la chute. Il est l'antithèse du groupe de Thomas, là où celui-ci valorise le lien affectif désordonné, Janson valorise l'efficacité du tableau de bord. Sa défaite scelle l'échec d'une certaine idée du progrès, celle qui croit que l'on peut sauver l'humanité en l'expurgeant de son humanité même. La réintégration de Gali est un acte de justice narrative qui réhabilite la complexité morale. Il n'est pas revenu en héros purifié, mais en survivant endurci, porteur d'une vérité différente sur le monde. Son utilité vient précisément de ce qu'il n'a pas vécu les mêmes choses. Son expérience des marges offre une perspective alternative et des compétences complémentaires. En l'acceptant, le groupe démontre sa maturation. Il ne cherche plus l'homogénéité, mais la complémentarité, reconnaissant que la rédemption passe souvent par l'utilité retrouvée au service d'une cause commune. La grammaire visuelle du film construit un parcours de l'obscurité vers la lumière qui est aussi un parcours de l'ignorance vers la vérité. Les séquences initiales, souvent nocturnes ou dans des intérieurs sombres, laissent progressivement place à la lumière crue des laboratoires, vérité douloureuse, puis à la lumière naturelle du dehors, vérité libératrice. La plage finale, baignée d'une lumière dorée et diffuse, représente l'illumination au sens propre, la pleine conscience de leur situation, sans faux-semblant, sans mensonge, avec seulement la réalité nue du monde et de leur présence en son sein. Brenda représente l'ancrage dans le réel le plus concret, par-delà les traumatismes spécifiques. Alors que les blocards sont hantés par un passé manipulé, elle est hantée par un présent brut. Cette différence fait d'elle un pilier de stabilité. Elle ne se perd pas dans les méandres de la mémoire ou dans la quête d'identité, car son identité a été forgée dans l'action immédiate de la survie quotidienne. Sa relation avec Thomas fonctionne car elle l'empêche de se replier sur le passé du groupe, l'obligeant sans cesse à regarder vers l'avant, vers les besoins pratiques du présent et du futur immédiat. L'environnement sonore est un personnage à part entière qui évolue avec l'intrigue. L'univers aseptisé de la Wicked a une acoustique mate, étouffée, comme si le son lui-même était contrôlé. Les combats sont des explosions de bruit non maîtrisés, cris, métal, verre, la révolte du chaos contre l'ordre silencieux. Enfin, les sons naturels de la plage, vent, vagues, restaureraient une acoustique originelle, non manufacturée, signant le retour à un monde qui existe par lui-même, indépendamment de l'homme et de ses machines. Cette progression sonore est une narration parallèle de la reconquête du sauvage et de l'authentique. Le film pose une question métaphysique. Une humanité qui survit en trahissant ses principes fondamentaux mérite-t-elle de survivre? La réponse de la Wicked est pragmatique et affirmative. La réponse de Thomas est principielle et négative. Le conflit n'est donc pas entre deux méthodes pour arriver au même but, mais entre deux conceptions radicalement opposées de ce qu'est l'humanité. Pour Thomas, l'humanité n'est pas une espèce biologique à préserver à tout prix, mais un ensemble de valeurs à incarner, même au péril de l'existence de l'espèce. Cette position extrême est le noyau dur de l'héroïsme romantique du film. Les cicatrices des personnages sont des mémoires incarnées, des archives de douleur qui parlent quand les mots manquent. Elles créent entre eux une complicité non verbale. Ils n'ont pas besoin de se raconter leurs épreuves, elles sont écrites sur leur peau. Cette corporéité partagée fonde une communauté charnelle, bien plus profonde qu'une simple alliance stratégique. Ils sont unis dans la chair autant que dans l'esprit, ce qui rend leur lien quasi indissoluble. Leur corps est leur première patrie, le seul territoire qui leur appartienne vraiment après avoir tout perdu.
La société embryonnaire sur la plage est un laboratoire du politique. Elle n'a ni loi écrite, ni chef désigné, ni projet clair. Elle existe d'abord par la coprésence et le silence partagé. Cette tabula rasa est à la fois effrayante et excitante. Tout est à inventer, les règles, les rôles, le but commun. Le film s'arrête au seuil de cette aventure, la plus difficile de toutes, car il ne s'agit plus de détruire ou de fuir, mais d'édifier sans garantie, avec pour seul capital la confiance laborieusement construite dans le feu de l'action. La lettre de Newt est le legs poétique de la trilogie. Elle transforme l'épopée en élégie. En rappelant les petits riens du pré, elle donne une épaisseur existentielle à leur lutte. Ils ne se sont pas battus pour un principe, mais pour le droit de se souvenir de ces riens. La lettre est l'arme ultime contre l'oubli que la Wicked voulait leur imposer. Elle garantit que même si leur histoire officielle est perdue, cette histoire intime, faite de détails infimes et précieux, survivra. Elle est la victoire de la micro-histoire sur la grande histoire. Le plan final est une ouverture absolue. L'océan n'est pas une fin, mais un commencement. Il représente l'inconnu total, mais un inconnu qui n'est plus hostile, simplement indifférent. Le groupe, face à lui, n'est plus en fuite. Il est arrivé quelque part où il peut enfin s'arrêter. Cette immobilité après des films de course perpétuelle est profondément symbolique. C'est l'arrêt du cœur après la bataille, le silence après le cri. Le film nous laisse sur ce suspens, sur ce souffle retenu, nous invitant à imaginer la première phrase du monde d'après, sachant que cette phrase, quelle qu'elle soit, sera écrite ensemble, dans la lumière, enfin. L'impératif de sauver Minot est une rébellion contre la logique du sacrifice acceptable. La Wicked a institutionnalisé le sacrifice des uns pour les autres, créant une économie macabre de la vie. En refusant d'abandonner Minot, Thomas brise cette économie. Il déclare que certains liens sont au-delà du calcul, que certaines vies sont inaliénables. Cet acte fonde une éthique nouvelle, non plus sur l'utilité mais sur la dette d'existence. Ils existent comme groupe parce qu'ils se refusent mutuellement à la disparition. Sauver Minot, c'est sauver le principe même de leur fraternité de son instrumentalisation. La dernière ville est le labyrinthe de la transparence forcée, où les murs sont des écrans et les citoyens des données en temps réel. L'infiltration nécessite dès lors de jouer avec les apparences, de se fondre dans le flux des données pour en devenir un parasite. Leurs mouvements sont moins physiques que cybernétiques, ils doivent hacker le système de perception de la ville avant de pouvoir en attaquer le corps. Cette dimension ajoute une couche de réflexion sur la surveillance totale. Le dernier labyrinthe n'est pas fait de pierre mais de lumière, de caméras et d'algorithmes de reconnaissance, rendant la dissimulation presque impossible et la ruse suprême. Le calvaire de Newt explore la frontière ténue entre le soi et l'autre, entre l'identité et la contamination. Sa transformation est une possession lente, une altérité envahissante qui annihile l'individualité de l'intérieur. La demande qu'il adresse à Thomas est un ultime acte de volonté. Il choisit la mort comme dernier rempart de son identité, préférant la négation à l'altération. Thomas, en accédant à sa demande, honore cette volonté par-delà la dégradation du corps. Il agit en exécuteur testamentaire de l'âme de Newt, confirmant que l'amitié peut parfois prendre la forme terrible d'une mise à mort par compassion. Le périple de Teresa est une tragédie de la conscience éclairée trop tard. Elle a cru à la possibilité d'une science pure dans un système impur, une naïveté d'intellectuel. Sa rédemption est le processus douloureux par lequel elle réintègre l'éthique dans l'équation scientifique. La création du remède est alors un acte de réparation totale. Elle répare l'erreur de ses moyens passés par la perfection éthique de son résultat final. Sa mort, choisie et active, est l'ultime expérience qu'elle conduit sur elle-même, prouvant par le sacrifice que la fin ne justifie pas les moyens, mais que les moyens peuvent, in extremis, racheter une fin. Janson est la figure du technocrate déshumanisé, pour qui la crise est un problème de ressources à optimiser. Son arche est un projet de conservation, pas de salut. Il veut préserver des spécimens, pas des personnes. En cela, il est l'héritier direct des créateurs du labyrinthe, voyant les humains comme du matériel à trier. Sa défaite est symbolique de l'échec du paradigme du contrôle total. Face à lui, l'alliance hétéroclite de Thomas représente le retour du facteur humain imprévisible, de l'affect et du lien personnel, force que ces modèles ne peuvent ni quantifier ni contenir. La réapparition de Gali accomplit une réconciliation non par le pardon explicite, mais par l'action commune. Il n'est pas demandé de s'excuser, ni de se justifier. Son utilité immédiate dans la lutte finale devient sa rédemption. Il représente l'idée que dans l'effondrement, les anciennes querelles perdent leur sens au profit de l'efficacité de la survie collective. Son intégration suggère que le nouveau monde ne pourra se permettre le luxe des rancunes absolues, il devra absorber les compétences de tous les survivants, quelle que soit leur histoire, pourvu qu'ils adhèrent au nouveau pacte de solidarité face à l'extinction.
La progression visuelle du film est une lente reconquête de l'horizontalité. Les premiers films et le début de celui-ci sont structurés par la verticalité oppressante. Les murs du labyrinthe, les falaises, les tours de la dernière ville. La fin, sur la plage, est une ligne parfaitement horizontale où ciel, mer et sable se rencontrent. Ce passage du vertical, le pouvoir, l'oppression, la hiérarchie, à l'horizontale, l'égalité, l'ouverture, le partage, est une métaphore géométrique de leur libération. Ils ne regardent plus vers le haut avec crainte, mais vers l'horizon avec une curiosité épuisée mais vivante. Brenda apporte la sagesse de ceux qui n'ont jamais eu d'illusions. Elle n'a pas connu la manipulation sophistiquée de la Wicked, mais la brutalité simple du monde effondré. Cette expérience lui confère un réalisme sans phare, une capacité à prioriser la survie physique et psychique immédiate. Pour Thomas, tourmenté par la mémoire et la culpabilité, elle est une ancre dans le présent. Leur relation est moins une romance qu'un partenariat de survivants, une reconnaissance mutuelle de leur capacité à porter le poids du réel sans se briser, et à trouver dans l'autre un point de repos, non de dévotion. L'architecture sonore est une cartographie émotionnelle. Les espaces contrôlés par la Wicked sont caractérisés par des sons synthétiques, des bips, des voix mécaniques. Les espaces de liberté ou de combat sont envahis par le chaos des éléments et des corps. La plage finale offre une troisième voie, une acoustique naturelle, cyclique, apaisante, vague, vent, qui n'est ni contrôlée ni chaotique, mais organique et autorégulée. L'oreille, comme l'œil, est ainsi libérée, elle n'a plus à décrypter de signaux de danger ou d'ordre, elle peut simplement percevoir le monde comme présence pure. Le dilemme moral est cristallisé dans la question. Peut-on préserver l'humanité en commettant l'inhumain? Le film répond par la négative, avec force. Il postule que l'humanité n'est pas une donnée biologique, mais une pratique éthique. La Wicked, en pratiquant l'inhumain, a donc déjà perdu ce qu'elle prétendait sauver. La rébellion de Thomas est donc un combat pour la définition même de l'humain. Sa victoire n'est pas la destruction d'une organisation, mais la préservation d'un principe, l'humain comme fin absolue, jamais comme moyen. C'est un humanisme existentiel radical, qui place l'éthique relationnelle au-dessus de la survie de l'espèce. Les corps des personnages sont les témoins irrécusables de la vérité. Face aux mensonges, aux manipulations de mémoire, aux discours alambiqués de la Wicked, leurs cicatrices sont des preuves tangibles, des récits en chair et en os qui ne peuvent être effacés ou réinterprétés. Cette corporéité de la preuve fonde une vérité partagée indéniable. Ils n'ont pas besoin de se croire, ils se voient. Leur communauté est d'abord une communauté de corps meurtris et résistants, une fraternité charnelle forgée dans la douleur et attestée par la marque. Le groupe sur la plage est une proto-société fondée sur le consentement mutuel et l'expérience partagée du pire. Il n'y a plus de contrat social abstrait, plus d'idéologie, plus de promesses d'avenir radieux. Il y a seulement la volonté de rester ensemble, née des actes concrets de sauvetage et de sacrifice. Cette fondation est fragile mais profonde. Elle laisse ouvertes toutes les possibilités d'organisation future, mais enracinée dans un fait premier. Nous avons choisi de nous tenir ensemble au bord du monde. C'est un pacte minimaliste, mais d'une solidité extrême car éprouvée au feu de l'extrême. La lettre de Newt est l'acte de résistance le plus subtil. Elle oppose à la mémoire administrée, au flashback induit de la Wicked, une mémoire personnelle, affective, désordonnée. Elle rappelle que ce qui fait une vie, ce ne sont pas les grands événements, mais la texture des jours ordinaires, les blagues, les silences, les petits gestes. En préservant cela, elle sauve l'âme du groupe de l'anonymat de l'histoire. Elle est un manifeste pour la singularité irréductible de l'expérience vécue contre la généralité des données et des rapports. Le dernier plan est une énigme volontaire. Que font-ils là? Que vont-ils faire? Le film refuse de répondre. Il offre un moment de suspension pure, entre la fin d'une histoire et le début d'une autre. Cette suspension est un cadeau aux spectateurs et aux personnages, le droit à un temps mort, à un répit sans objectif, à une simple existence. Après 3 films de course contre la montre, ce plan immobile est une libération. Il dit « L'urgence est passée. Maintenant, il y a du temps. Et dans ce temps nouvellement acquis, tout redevient possible, même le simple fait de respirer, ensemble, face à l'infini rassurant de l'océan. Le labyrinthe est terminé. Il ne reste que l'horizon, et la liberté vertigineuse de choisir sa direction. L'urgence de sauver Minot transcende l'acte héroïque pour devenir un impératif existentiel de préservation de la cohésion narrative du groupe. En son absence, leur histoire commune serait incomplète, marquée par un vide qui invaliderait symboliquement toute leur victoire passée. Thomas, en faisant de ce sauvetage l'objectif suprême, agit en conservateur d'une mémoire collective qu'il refuse de voir mutilée. Cette mission est donc une forme de thérapie par l'action,
visant à réparer une fracture dans le tissu de leur fraternité en arrachant l'un des leurs à l'oubli organisé par la Wicked. Il s'agit moins de combattre pour un avenir que de guérir un passé laissé en suspens. La dernière ville se conçoit comme un écosystème informationnel où la liberté de mouvement est conditionnée par l'acceptation d'une transparence totale. Infiltrer ce système exige une performance constante. Il faut sembler faire partie du flux des données autorisées tout en créant des micro-défaillances dans le code. Leur combat se déplace ainsi du plan physique au plan sémiotique. Ils doivent corrompre les signes du pouvoir, créer des bugs dans la réalité surveillée, pour exister comme anomalie non détectée. Cette ville labyrinthe est le cauchemar de la modernité numérique poussée à son paroxysme, où le corps n'est plus prisonnier de murs mais de son propre statut de données traçables en temps réel. La descente de Newt dans la folie virale est une dépossession graduelle de tout ce qui le définissait comme être social. Le virus agit comme un effaceur de personnalité, isolant progressivement le noyau de sa conscience de ses expressions émotionnelles et relationnelles habituelles. Son ultime requête à Thomas est un acte désespéré de réaffirmation de sa volonté propre sur le processus biologique qui l'annihile. En accomplissant cet acte, Thomas ne commet pas un parricide symbolique, mais honore la dernière volonté d'un frère dont l'autonomie est réduite à ce seul choix, la forme de sa sortie. C'est un geste d'une profonde tristesse mais aussi d'un profond respect, qui scelle leur lien dans la reconnaissance ultime de l'altérité et de la souffrance de l'autre. Le cheminement de Teresa illustre le conflit entre l'idéalisme scientifique et la réalité politique de la recherche. Elle a cru pouvoir isoler la pureté de la découverte de l'impureté des méthodes, une illusion courante chez ceux qui voient la science comme un temple hors du monde. Sa prise de conscience est celle de l'inextricable imbrication de la science et de l'éthique. On ne peut découvrir pour l'humanité en agissant contre elle. Son sacrifice final est donc l'acte par lequel elle réconcilie son identité de scientifique avec son humanité retrouvée, prouvant que la connaissance suprême est parfois de savoir quand et comment payer le prix de ses découvertes pour qu'elles servent réellement la vie, et non un système. Janson représente l'automate social, l'homme qui a internalisé la logique du système au point d'en devenir l'expression la plus pure et la plus dangereuse. Pour lui, les individus ne sont que des variables dans une équation de survie de l'espèce. Leur bien-être psychologique, leur liberté, leur consentement sont des paramètres négligeables. Son projet d'arche est un rêve eugéniste déguisé en pragmatisme, visant à créer une humanité 2.0, débarrassée des défauts qui, selon lui, ont conduit à la catastrophe. Sa défaite face à la coalition improbable de Thomas est la victoire de l'humain désordonné, irrationnel, affectif sur le fantasme d'une humanité optimisée, contrôlée et finalement inhumaine. Le retour de Gali opère une recontextualisation du concept d'ennemi. Il démontre que les véritables antagonismes n'étaient pas entre les blocards eux-mêmes, mais entre tous les blocards et le système qui les manipulait. Son aide n'est pas motivée par un repentir sentimental, mais par une reconnaissance tacite de cette vérité et par une loyauté envers ceux qui, comme lui, ont refusé de se soumettre jusqu'au bout. Il incarne la possibilité de recycler la rage et la rébellion mal dirigée en une force utile pour la lutte commune, suggérant que dans les ruines du vieux monde, les compétences de tous les marginaux et les indociles deviendront des ressources précieuses. Le langage cinématographique du film est structuré autour d'une opposition entre l'artificiel et l'organique. Les espaces de la Wicked, laboratoire, bureau, couloir, sont géométriques, froids, éclairés par une lumière bleutée ou blanche. Les espaces de résistance et de nature, le camp, les toits, la plage, sont désordonnés, chauds, éclairés par la lumière du soleil ou du feu. Ce contraste visuel constant renforce le conflit idéologique au cœur du récit. L'ordre imposé contre la vie désordonnée, la stérilité du contrôle contre la fertilité du chaos. La victoire se lie dans la progression irréversible des personnages du premier ensemble vers le second. Brenda offre une forme de lucidité post-traumatique que les blocards, encore hantés par les manipulations de leur mémoire, ne possèdent pas entièrement. Elle a fait son deuil du monde d'avant et n'a aucune nostalgie pour un état antérieur idéalisé. Cette absence de mélancolie la rend parfaitement adaptée à la tâche de la construction dans le présent. Pour Thomas, souvent tiraillée entre le passé récupéré et un futur impossible à imaginer, elle est un guide vers l'acceptation radicale du maintenant. Leur relation est fondée sur cette complémentarité, il lui apporte une histoire et une communauté, elle lui apporte l'ancrage dans la réalité immédiate et la capacité d'agir sans se perdre dans les méandres du souvenir. Le paysage sonore est une partition qui traduit l'état de délitement ou de reconstruction du monde. Les bruits mécaniques, électroniques et synthétiques dominent les sphères du contrôle, créant une ambiance aseptisée et anxieuse. À l'inverse, les bruits organiques, le vent, le feu, le craquement du bois, les respirations haletantes, dominent les moments de résistance et de vie. La bande originale elle-même, lorsqu'elle apparaît, utilise des cordes et des pianos plutôt que des synthétiseurs, renforçant cette connexion à une humanité pré-technologique, plus authentique.
Le silence final, peuplé seulement des sons naturels de la plage, est l'aboutissement de cette purification acoustique. Le questionnement éthique fondamental est résumé ainsi. Une espèce qui survit en sacrifiant son essence est-elle encore digne du nom d'humanité? La Wicked répond par l'affirmative, subordonnant toute considération morale à la nécessité biologique de la perpétuation. Thomas et le groupe répondent par la négative, affirmant que l'humanité est définie par des valeurs, dignité, liberté, solidarité, et non par la simple continuité biologique. Le film prend ainsi le parti de l'humanisme contre le naturalisme, du sens contre la survie. Il suggère qu'il vaut mieux risquer l'extinction en restant humain que de perpétuer une existence déshumanisée. Les cicatrices et les marques sur les corps sont un langage muet mais éloquent de leur histoire commune. Elles constituent une archive corporelle de leur parcours, une cartographie de la douleur et de la résistance partagée. Cette corporéité commune crée une intimité profonde qui dépasse les mots. Ils se reconnaissent dans les blessures de l'autre comme dans les pages d'un même livre. Leur fraternité est ainsi incarnée, littéralement inscrite dans la chair, ce qui la rend indélébile. Ils sont une communauté de corps meurtris mais vivants, et cette matérialité partagée est le fondement le plus solide de leur lien. Et la petite société qui émerge sur la plage est une expérience de démocratie radicale à l'état naissant. Sans hiérarchie prédéfinie, sans lois écrites, sans territoire à défendre, elle doit inventer ses propres modes de fonctionnement à partir de zéro. La seule autorité reconnue est celle de l'expérience vécue et de la confiance forgée dans l'action. Cette tabula rasa est à la fois une chance inouïe et une responsabilité immense. Le film s'arrête au moment précis où cette aventure politique commence, laissant au spectateur le soin d'imaginer comment ce petit groupe pourrait inventer une nouvelle façon de vivre ensemble, sans répéter les erreurs du monde qui s'est effondré. La lettre de Newt est l'antidote à la grande histoire écrite par les vainqueurs. Face au récit officiel de la Wicked, le progrès scientifique, le salut de l'humanité, elle oppose le récit des vaincus, fait de petits riens, de sentiments, de détails infimes. Elle sauve de l'oubli non pas les événements, mais l'expérience vécue des événements. En cela, elle est un acte de résistance historiographique. Elle garantit que l'histoire ne sera pas seulement celle des forces en présence, mais aussi celle de l'amitié, de la peur, de la joie éphémère. Elle est le legs le plus précieux, la mémoire sensible du groupe, préservée contre l'amnésie imposée par le pouvoir. Le plan final est une ouverture sur le vide créateur. L'océan et le ciel forment un espace sans repères, sans directions imposées. Le groupe, immobile, fait face à cet infini des possibles. Il n'y a plus de chemin tracé, plus d'objectifs assignés, plus d'ennemis à combattre. Il n'y a que la liberté, vertigineuse et terrifiante. Cette image est la conclusion parfaite d'une trilogie sur la quête de liberté. Une fois la liberté conquise, que fait-on? Le film ne répond pas. Il montre simplement les protagonistes respirant pour la première fois l'air de cette liberté absolue, avec tout le poids et toute la légèreté que cela implique. Le labyrinthe est derrière eux. Devant, il n'y a que l'horizon, et la tâche immense, exaltante et sans modèle, d'inventer sa vie. L'obsession de retrouver Minot fonctionne comme une quête de réintégration du corps social originel. Il est le dernier fragment manquant du puzzle identitaire forgé dans le labyrinthe, et son absence maintient le groupe dans un état de suspension psychologique. Thomas, en refusant de l'abandonner aux expérimentations de la Wicked, défend l'intégrité de cette identité collective contre sa fragmentation définitive. Ce sauvetage est donc moins un acte de bravoure qu'une nécessité psychique, un impératif catégorique pour pouvoir, un jour, tourner la page en tant qu'entité complète. Il s'agit de refermer la boucle de leur captivité en arrachant le dernier des leurs à ses geôliers. La dernière ville est une matrice de contrôle où l'espace physique est dicté par des algorithmes de sécurité et des protocoles de circulation. Évoluer dans cet environnement exige de maîtriser un double langage, celui des apparences conformes et celui des intentions subversives. Leur infiltration relève dès lors d'une performance de hacking social, où ils doivent manipuler les attendus du système pour créer des interstices d'action. Ce labyrinthe technocratique est le plus pernicieux car il offre le confort et l'ordre, rendant la révolte non seulement dangereuse, mais intellectuellement contre-intuitive. Il faut désapprendre la soumission apprise pour retrouver l'instinct de la liberté. La décomposition de Newt est présentée comme une dépossession de la narration de sa propre vie. Le virus efface progressivement l'histoire personnelle inscrite dans sa personnalité pour la remplacer par un script primal de rage. Son ultime supplique à Thomas est une tentative désespérée de reprendre le contrôle de la fin de son histoire, de choisir son dénouement. En y accédant, Thomas ne met pas fin à une vie, mais autorise une mort choisie, préservant ainsi l'agence de son ami à son moment le plus crucial. C'est l'acte d'amour ultime, honorer la volonté de l'autre même lorsqu'elle commande sa destruction, reconnaissant que la dignité réside parfois dans le droit de disparaître selon ses propres termes.
L'Odyssée de Teresa est une étude de la responsabilité du savoir. Elle a cru que la vérité scientifique était une valeur autosuffisante, immunisée contre la corruption de son contexte d'élaboration. Sa chute est la réalisation que la connaissance est toujours située, toujours politique. La création du véritable remède est donc un acte de réparation épistémologique. Elle produit non seulement un sérum, mais une vérité scientifique réconciliée avec l'éthique. Sa mort, loin d'être une punition, est le sceau de cette réconciliation. Elle s'ensevelit avec les ruines du paradigme corrompu, laissant derrière elle le fruit purifié de son intellect. Janson incarne la pathologie de la rationalité détachée de toute empathie. Pour lui, la crise mondiale n'est qu'un problème d'ingénierie à grande échelle, une défaillance systémique à corriger. Son arche est un projet de résilience purement technique, visant à créer une société immunisée contre les bugs humains que sont l'émotion et l'irrationalité. Sa confrontation avec Thomas est donc un choc entre deux anthropologies. L'une qui voit l'homme comme un problème à résoudre, l'autre qui le voit comme une valeur à préserver. La défaite de Janson est la défaite de l'illusion prométhéenne de pouvoir redessiner l'humanité sur une planche à dessin aseptisé. Et la rédemption de Gali passe par son utilité retrouvée au sein d'une communauté de sens. Il ne revient pas en repentant, mais en apporteur de ressources critiques ou une connaissance du terrain, une méfiance viscérale envers l'autorité, une endurance forgée dans la marginalité absolue. Le groupe l'accepte non par charité, mais par reconnaissance de cette utilité. Cela suggère un modèle de réintégration sociale post-catastrophe basé sur les compétences et la loyauté au projet commun, plutôt que sur l'absolution des fautes passées. Il devient le symbole que même les plus égarés peuvent être réorientés vers une cause qui dépasse leur survie immédiate. La progression cinématographique du noir vers la lumière est aussi un voyage des ténèbres de l'ignorance manipulée vers la clarté de la vérité assumée. Les premières scènes, souvent nocturnes ou dans des intérieurs sombres, correspondent à un état de connaissance partielle, de mensonges acceptés. La lumière crue des laboratoires de la Wicked est celle de la vérité douloureuse et nue, difficile à soutenir. Enfin, la lumière naturelle et dorée de la plage finale est celle de la vérité acceptée et partagée, intégrée au point de pouvoir servir de fondement à un nouveau départ. Chaque étape de l'éclairage marque une étape de la conscience collective des personnages. Brenda incarne la résilience pragmatique de ceux qui n'ont jamais connu que l'effondrement. Elle est une réaliste radicale, sans nostalgie pour un paradis perdu, sans attente de restauration. Cette philosophie du présent perpétuel est un antidote vital à la tendance des blocards à être hantés par un passé à la fois absent et surprésent. Pour Thomas, elle est un contrepoids essentiel, une force qui le tire constamment vers l'action concrète et les besoins immédiats, l'empêchant de se perdre dans les méandres de la culpabilité ou de la mémoire traumatique. Leur partenariat est moins une romance qu'un pacte de lucidité mutuelle. L'écologie sonore du film délimite trois sphères ontologiques. La sphère du contrôle, Wicked, est dominée par des sons électroniques, synthétiques, prévisibles, une cacophonie aseptisée. La sphère du chaos, combat, résistance, explose en une furie de bruits organiques non maîtrisés aux cris, impact, effondrement. La sphère de l'équilibre, la plage, restaure une acoustique naturelle, cyclique et apaisante, vague, vent. Cette tripartition sonore ne fait pas qu'illustrer le récit. Elle le structure émotionnellement, guidant l'oreille du spectateur à travers les états de monde successifs que traversent les personnages, du plus artificiel au plus primordial. La récupération de Minot est un acte de justice mémorielle avant d'être un exploit physique. Il est le dernier vestige vivant de leur statut de propriété de la Wicked, et sa libération symbolise le rejet définitif de cette condition. Thomas, en orchestrant ce sauvetage, ne fait pas qu'honorer une promesse fraternelle. Il procède à une réappropriation juridique et morale de l'un des leurs, contestant le droit de propriété que s'est arrogé l'organisation. Ce faisant, il établit un précédent. Les corps et les vies des blocards leur appartiennent en propre, et toute tentative de les confisquer au nom d'un bien supérieur sera désormais considérée comme un acte de guerre. Cette mission est donc la pierre angulaire d'une nouvelle déclaration des droits de l'homme, écrite dans l'action plutôt que sur le papier. La dernière ville est une cristallisation urbaine du principe panoptique, où la visibilité permanente est la condition de la citoyenneté. Pour s'y mouvoir, le groupe doit maîtriser l'art de la dissimulation à ciel ouvert, de la furtivité au sein de la transparence. Leur infiltration est une chorégraphie de contre-surveillance, où chaque geste doit anticiper le regard des caméras et l'algorithme des patterns de comportement suspect. Ce labyrinthe n'a pas de centre géographique fixe mais un centre de données omniprésent, rendant sa destruction non pas physique mais systémique. La victoire ne viendra pas de la prise d'un lieu, mais de l'introduction d'un virus informationnel dans le système nerveux de la ville, un virus nommé liberté. La déchéance de Newt est traitée comme une tragédie de la perte du langage intérieur. Le virus corrode d'abord sa capacité à exprimer sa pensée, puis à la former,
l'isolant dans une prison de sensations incommunicables. Sa demande ultime à Thomas est son dernier énoncé clair, un acte de parole pur visant à préserver le sens de sa vie contre le non-sens de sa décomposition biologique. En l'exaucant, Thomas ne commet pas un meurtre mais accomplit une traduction. Il transforme la volonté inarticulable de son ami en un acte compréhensible, préservant ainsi la cohérence narrative de la personne Newt contre l'absurdité de sa fin. C'est un service rendu à la mémoire et à la signification. L'itinéraire de Teresa est un procès en responsabilité de la technoscience. Elle a incarné la figure du savant qui croit pouvoir déléguer les questions morales à d'autres, se concentrant sur l'objectivité de sa recherche. Son éveil est la prise de conscience que la recherche scientifique est un acte moral en soi, que les moyens sont la substance éthique de la fin. La synthèse du vrai remède est donc moins une découverte qu'une réforme. Elle réforme sa propre pratique pour la rendre conforme à l'idéal humaniste qu'elle avait oublié. Son sacrifice n'est pas une punition, mais la démonstration pratique que l'intégrité scientifique exige parfois que le savant s'offre lui-même comme preuve ultime de sa découverte, scellant le pacte entre la connaissance et la conscience. Janson personnifie le stade terminal du biopouvoir, où la gestion des populations devient une thanatopolitique, une politique de tri entre vie digne d'être vécue et vie sacrifiable. Son arche n'est pas un salut mais une sélection, un projet de purification ethnique déguisé en pragmatisme sanitaire. Il représente l'idéologie du bunker, qui préfère sauver une humanité réduite, contrôlée et saine, plutôt que de risquer la contamination par la diversité et le désordre du vivant. Sa défaite face à l'hétérogénéité militante du groupe de Thomas est un plaidoyer narratif pour l'impureté, la mixité et l'indocilité comme condition de la véritable résilience humaine. La réintégration de Gali valide un principe de justice réparatrice fondé sur l'action plutôt que sur la contrition. On ne lui demande pas de se repentir verbalement, mais de mettre ses compétences de survivant des marges au service de la cause commune. Sa valeur est précisément dans sa différence. Il apporte une connaissance du monde extérieur que les blocards, produit de l'expérience contrôlée, n'ont pas. Il devient ainsi le symbole de la nécessaire hybridation des savoirs pour reconstruire. Les savoirs de l'intérieur du système, les blocards, et les savoirs de l'extérieur, les égarés, doivent fusionner pour créer une intelligence collective capable d'affronter les ruines. Le langage visuel du film oppose deux régimes de lumière, la lumière artificielle, directive, qui éclaire pour contrôler, et la lumière naturelle, diffuse, qui éclaire pour révéler. La première isole, crée des ombres nettes, des zones d'exclusion. La seconde enveloppe, unie, révèle les contours sans les durcir. La progression des personnages de l'une à l'autre est une allégorie de leur passage d'un régime de vérité imposée, la lumière des interrogatoires, à un régime de vérité partagée, la lumière du jour sur la plage. Ils quittent l'éclairage de la scène pour entrer dans la lumière du monde. Brenda offre une épistémologie du concret, née de l'expérience immédiate de l'effondrement. Elle ne théorise pas la survie, elle la pratique. Cette connaissance incarnée est cruciale pour tempérer l'idéalisme parfois abstrait de Thomas, encore marqué par les schémas mentaux du labyrinthe. Elle lui apprend à lire le monde non comme une énigme à résoudre, mais comme un ensemble de ressources et de dangers à gérer au quotidien. Leur lien est une dialectique entre la pensée stratégique, Thomas, et la pensée tactique, Brenda, entre la vision à long terme et la gestion du présent immédiat, deux intelligences complémentaires pour la reconstruction. Le design sonore construit une phénoménologie de l'oppression et de la libération. Le son de la Wicked est un son propre, sans réverbération, qui colle aux surfaces, un son de clinique ou de bureau. Le son de la résistance est sale, saturé, réverbéré, un son de corps et de matériaux en friction. La plage, enfin, propose un son environnemental, où l'humain n'est qu'un élément parmi d'autres dans un mix de vent et de vagues. Cette évolution acoustique raconte l'expansion progressive de l'espace vécu. Du cube stérile au champ de bataille chaotique, puis à l'étendue naturelle où le son de l'homme redevient discret, réinséré dans un tout plus vaste. Le dilemme éthique est poussé à son point de rupture. L'humanité est-elle une espèce à préserver ou un idéal à incarner? La Wicked choisit la première option, subordonnant toute valeur à la perpétuation biologique. Thomas choisit la seconde, affirmant que certaines valeurs, dignité, consentement, solidarité, sont constitutives de l'humain et ne peuvent être violées sans annuler le projet même qu'on prétend sauver. Le film prend résolument le parti de Thomas, faisant de lui le gardien non de l'espèce, mais de l'idée de l'humain. La survie, suggère-t-il, n'a de sens que comme survie de cette idée, pas comme simple perpétuation d'une forme de vie biologiquement similaire.